J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis. 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va revenir sur l'insistance du Premier ministre Gabriel Attal sur le sujet de la désmicardisation et sur sa future réforme de l'assurance chômage qui fait des vagues dans la majorité. Et puis, on évoquera le retour d'Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, mais était-il vraiment parti ? En tout cas, il s'est lancé dans un grand tour de France, objectif 2027. A-t-il ses chances ? Et puis enfin, on va évoquer le penchant prononcé, et c'est un délicat euphémisme, d'Emmanuel Macron pour les cérémonies mémorielles. Faute de majorité absolue, le président est-il en train de se transformer en commémorateur ? Coulisses, analyse, décryptage, tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, comme d'habitude, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Émilie Zapalski, éditorialiste politique, communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir. L'indispensable Yves Tréhard, qu'on ne présente plus, mais qu'on va tout de même présenter. Il est rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et last but not least, l'incontournable Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d'Atlantico, qui a un petit problème de métro et qui nous rejoint dans quelques minutes. Il va être là dans quelques instants. Alors je vous rappelle, la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâchez tous nos rencontres. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, c'est le premier et le maître mot du chef du gouvernement, Gabriel Attal, désmicardiser la France. Il l'avait inauguré lors de sa déclaration de politique générale en janvier et il le brandit désormais à chacune de ses sorties médiatiques, presque chacun de ses discours. Jeudi dernier, il a même instauré un haut conseil des rémunérations pour plancher sur ces mesures. Yves Tréhard, première intervention. Pourquoi cette insistance ? Pourquoi en faire autant sur ce thème de la désmicardisation et du travail ? Parce que peut-être que la smicardisation de la France finalement bloque les salaires. Ça bloque les salaires, ça empêche les augmentations. Et c'est une façon pour lui de faire utile, de joindre l'utile au nécessaire. C'est-à-dire, l'utile, c'est purement politique, c'est pour faire un clin d'œil, évidemment, à la gauche, en disant on va augmenter les salaires. Et puis, le nécessaire, c'est quand même que, avec l'inflation, qui est un peu maintenant passé, et puis surtout avec un pouvoir d'achat qui est quand même un peu entamé, Gabriel Attal veut désmicardiser la France, c'est-à-dire décloisonner la France. Et il fait ça un peu dans tous les domaines parce que maintenant, à cette désmicardisation, il veut s'attaquer aux rentes maintenant. C'est un peu le même système, c'est comme si on faisait, vous savez, un remake de la loi Le Chapelier de 1791, c'est-à-dire qu'on interdit les corporations. Et bien là, c'est pareil, pour exercer un métier, les règles seraient allégées, on s'attaque aux rentes, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux rentiers. Et les rentiers, c'est quoi ? C'est Louis-Philippe. Et Louis-Philippe, c'est quoi ? C'est les riches, c'est les bourgeois. Donc il y a un petit discours, un petit fond de gauche là-dedans qui est assez prononcé, me semble-t-il. Oui, mais aussi un retour, en quelque sorte, à l'esprit originel du macronisme, où il s'agissait de fluidifier, de libéraliser, de déréglementer. C'est la loi Macron, hein. Voilà, c'est ça. Alors, pour en revenir au SMIC, c'est vrai que le 1er janvier 2023, 17% des salariés en France étaient rémunérés au SMIC. Je rappelle que c'est 1766 € brut pour un temps plein. 17% donc en janvier 2023 contre 12% en 2021. Ça veut dire que cette smicardisation, elle augmente. Est-ce que c'est un créneau porteur, Émilie, dans un contexte où les sondages montrent que les Français s'inquiètent d'abord et avant tout pour leur pouvoir d'achat et pour la flambée des prix et l'inflation ? C'est toujours la méthode Attal. On fait un peu diversion avec des thèmes qui marquent les esprits. Forcément, quand on dit désmicardisation, il a toujours la bonne rhétorique aussi. Attal, il est très fort pour ça. Il marque les esprits, on en parle, il occupe le terrain. Je voulais juste revenir sur les rentes. Il ne s'attaque pas que aux rentiers, puisque le projet, ça serait... En tout cas, il est en train d'y réfléchir. C'est aussi les assurances-vie, c'est aussi les livrets A.
les livrets A, c'est pas forcément des gens, et on sait que pendant le riche, Covid, il y a eu une épargne qu'on n'arrive pas d'ailleurs à stimuler, à faire investir ailleurs. Donc c'est pas complètement idiot, mais c'est bizarre parce que on a de l'autre côté des échos comme quoi on n'augmente pas les impôts. Donc quelque part, on a l'impression qu'on va chercher à faire les poches d'un côté, tout en disant qu'on le fait pas du tout. Mais bon, donc je trouve C'est que le en même temps. c'est le en même temps On fait, un mais peu en même temps, on bizarre. fait pas. Et puis on a l'impression qu'il y a deux têtes qui gouvernent à l'heure actuelle, Emmanuel Macron et Attal, et qui sont peut-être pas encore complètement d'accord sur tout ça. Par contre, oui, ça occupe le terrain, et je pense que ça, c'est un sujet, en tout cas les salaires, qui rôde depuis plusieurs années, qui est vraiment... certaines entreprises ont pris les devants, des grandes entreprises, qui se sont dit, je me souviens qu'Airbus, ça fait déjà plusieurs années, des boîtes comme ça ont commencé à augmenter les salaires parce qu'il y a un rapport de force différent à l'heure actuelle. Là, je parle des cadres et des personnes qui sont plutôt diplômées. Et ça, le gouvernement ne s'en est jamais occupé. Il s'en est jamais occupé. Il y avait eu toujours un refus de faire des conférences sur le sujet. Je crois que Darmanin avait proposé ça, même une conférence sociale à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il proposait ça, mais enfin bon, là, il propose plus rien de ce côté-là. Et ça n'a pas été étudié. Mais c'est une façon, encore une fois, très vendeuse, très superficielle, il me semble, de le faire, parce qu'on a l'impression qu'on va en effet désmicardiser la France. Moi, franchement, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire dans le global. Évidemment, je comprends l'idée, mais quelle est l'ampleur? Jusqu'où il va aller? Quels sont les objectifs? Ça me paraît quand même un petit peu... Un peu du vent. Un peu du vent, un peu de buzz pour occuper le territoire. On est en période d'élection aussi. Alors, vous avez raison de le rappeler, période électorale est toujours assez fertile en promesses et en propositions, même si ça n'aboutit pas toujours à bon port. Alors, vous le disiez, Yves, un petit fond de gauche dans l'attaque contre la rente, mais aussi le retour à une vieille antienne de la droite, le combat contre l'assistanat, même si le mot n'est pas prononcé, le mot totem est tabou. C'est évidemment ce qu'il vise, le Premier ministre, outre le rétablissement des finances publiques, quand il évoque la réforme de l'assurance chômage, réforme qui sera élaborée d'ici à l'été, entrera en vigueur à l'automne, comme il l'avait annoncé sur TF1. D'ailleurs, on va l'écouter hier. Le Premier ministre, c'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous avons une conviction en commun, c'est que nous sommes attachés à notre modèle social, attachés à nos services publics, et que ce qui finance notre modèle social et nos services publics, c'est le travail. C'est ce qui nous a conduit depuis 2017 à agir résolument pour le travail. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui, et je le redis ici, le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 25 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. C'est ce qui fait que là où nous avions à peine 300 000 apprentis chaque année quand le président de la République a été élu en 2017, nous sommes aujourd'hui à 800 000 apprentis chaque année et nous atteindrons bientôt le 1 million d'apprentis dans notre pays. Cette action et ce bilan en matière d'emploi et de chômage, il a évidemment un impact direct sur les finances publiques. S'il n'y avait pas eu cette baisse du chômage, ce serait 40 milliards d'euros de recettes en moins pour l'État et pour la sécurité sociale. Oui, nous le croyons profondément, agir en faveur de l'emploi, lutter contre le chômage, c'est évidemment agir pour nos finances publiques. C'est une réforme non pas d'économie, mais d'activité et de prospérité pour qu'il y ait davantage d'emplois dans notre pays. Alors, une réforme non pas d'économie, mais d'activité et de prospérité, c'est surtout une réforme très politique, non ? Alors, c'est une réforme à multi-usage, je dirais. C'est une réforme très politique, effectivement, parce qu'ils ont un électorat qui est un électorat de droite. Et ça sonne agréablement aux oreilles de la droite. C'est un vocabulaire, d'ailleurs, qui est utilisé par la droite, mais la droite n'a jamais réussi à le convertir dans les faits vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à s'attaquer à l'assurance chômage. Et là, en disant, puisque la méthode qui est utilisée, ça serait de raccourcir la durée d'indemnisation, eh bien, ils touchent à une espèce de totem quand même en France. Il faut savoir qu'en France, on est indemnisé beaucoup plus longtemps, par exemple, qu'en Allemagne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont une espèce de barrière qu'ils doivent absolument franchir, c'est qu'il y a un déficit, plutôt une dette dans ce pays qui est colossale. Donc il faut qu'ils trouvent de l'argent. Et pour trouver de l'argent, comme ils veulent pas augmenter les impôts, il faut qu'ils aillent gratter à droite, à gauche. Donc on s'attaque aux rentes, on s'attaque à l'assurance chômage. On va s'attaquer sans doute encore à d'autres probablement, les journaux de carence, les journées de carence pour les congés maladie. Enfin tout ça, d'après Gabriel Attal, je pense pas que tout ça soit mis en musique. Mais
il en parle et ça occupe le terrain politiquement. Alors d'ailleurs, l'aile gauche de la majorité, elle est vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage. Quelques figures et non des moindres, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, président de la commission des lois, Sacha Houlié, et quelques autres ne sont pas du tout emballés. Et d'ailleurs, le chef du gouvernement a dû se rendre hier à la réunion du groupe macroniste à l'Assemblée pour calmer le jeu. Il a juré qu'il ne voulait pas stigmatiser les chômeurs, je cite, mais il n'a pas convaincu, ça sent la fronde, Jean-Sébastien Ferjou qui vient de nous rejoindre après un petit problème de métro. Il y a toujours des problèmes de métro désormais. Oui, ça sent un peu la fronde, effectivement, et une espèce de séquence de rattrapage après la loi immigration, parce qu'on voit que sur ce sujet-là, le gouvernement est mal à l'aise, et d'autant plus mal à l'aise qu'il n'y a pas forcément de rationalité économique à vouloir se lancer dans la fameuse réforme de l'assurance chômage. Le MEDEF lui-même, d'ailleurs, le relève. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, mais enfin, il y a, admettons, 500 000, 600 000, en étant très optimiste, emplois non pourvus en France, si on fait abstraction du taux de friction naturelle. Vous savez, si quelqu'un démissionne, il faut bien un temps minimum pour retrouver, un nouveau candidat. Et il y a plus de 3 millions de chômeurs. Donc, de toute façon, quand bien même réduirait-on l'assurance chômage à 0, c'est pas ça qui va nous faire revenir au plein emploi. Sur l'équilibre du fameux régime de l'assurance chômage, en réalité, il est à l'équilibre sur les cotisations des salariés du privé. Il ne l'est pas parce que l'État lui a imposé d'autres charges, notamment le régime des intermittents, la gestion de France Travail, enfin bref. Donc ça, c'est quand même la mauvaise gestion de l'État qui est en cause. Et dernier point, moi, en tant que libéral, ce qui me surprend, c'est quand même de vouloir imposer finalement un contexte à l'anglo-saxonne. Enfin oui, si vous êtes au Canada, effectivement, ou au Royaume-Uni, l'indemnisation du chômage, elle est beaucoup plus courte, beaucoup moins élevée. Sauf que quand vous perdez un emploi, vous en retrouvez un dans les 2 semaines. Ce qui est pas Donc, le cas, quand on cumule cette logique anglo-saxonne avec un contexte macroéconomique à l'allemande, c'est-à-dire complètement déprimé avec une croissance faible et pour laquelle d'ailleurs on ne se bat absolument pas, ça, à mon sens, ça s'appelle du sado-libéralisme ou plus exactement du sado-technocratisme. Du sado-technocratisme. Excellente formule. Vous avez raison de citer la loi sur l'immigration parce que 4 mois après, cette loi qui avait déjà divisé la majorité, on le disait, plusieurs voix critiquent ce durcissement des règles de l'assurance chômage. C'est le cas de Yaël Braun-Pivet, on va l'écouter, c'était hier chez nos collègues de France Info. Si l'effort n'est pas partagé, je ne suis pas à l'aise parce qu'on ne peut pas demander aux personnes qui sont sans activité en recherche d'emploi d'avoir leur durée d'indemnisation réduite si de l'autre côté, on n'a pas cette justice qui fait que on ne regarde pas la taxation de ceux qui ont le plus bénéficié d'une situation particulière. Donc les deux pour vous sont corrélés. On ne peut pas toucher à l'assurance chômage si on ne taxe pas davantage. C'est le sens de ce que je dis quand je dis l'effort doit être partagé par tous. Maintenant, sur l'assurance chômage en tant que telle, nous l'avons réformé en 2019, nous l'avons réformé en 2022 et en 2023. Nous avons déjà réduit la durée d'indemnisation. Il me semble que il n'est pas forcément de bonne méthode de réformer aussi rapidement à nouveau un point majeur sans qu'on ait pu regarder ni les effets produits par la précédente réforme, ni qu'on ne l'ait pu l'évaluer. Alors, il n'est pas de bonne méthode, nous dit la présidente de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, fait partie de la majorité. Ça s'appelle une grosse pierre, pour ne pas dire un menhir dans le jardin du Premier ministre. Oui, puis elle en avait déposé un autre quelque temps avant sur les super profits, en ouvrant cette voie-là, et c'est pas la seule. Bon, on sait un peu le destin de cette aile gauche qui se rebelle. En général, elle se calme vite, et puis les têtes reviennent vite dans le rang, quoi. Tout le monde revient dans le rang. Mais en tout cas, c'est significatif de la droitisation. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, ça est encore plus marqué avec ce deuxième quinquennat. Et puis, de ce style qu'on dit technocratisation. On dit le style sarkozyste de Attal, mais c'est sur la forme et sur le fond, quoi, complètement. Les assistés, ceux qui se lèvent tôt pour travailler. La valeur travail. On est en plein dedans, mais c'est tellement grossier que c'est fatigant. Et puis je trouve que c'est terriblement faible comme réponse, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Yves, de la dette qui est quand même colossale, comme vous l'avez dit. C'est fou. On dit Macron le roi de la dette. Hein. C'est vrai que ça restera après le roi de l'ISF. Enfin, le président des riches, on est sur le roi de la dette. Le président des très riches, même dit François Hollande. Des très riches. Et on reste dans cette lignée. C'est-à-dire quand il faut aller chercher un peu d'argent,
Eh ben, c'est dans les poches de ces gens qui vont tomber malades, dont on rogne un jour de carence, qui va rapporter quoi, un petit milliard, ou je sais même pas. C'est même pas chiffré. Non, il est possible que ça coûte plus cher, parce qu'en général, voilà, quand vous allongez la durée de carence, les arrêts cher. maladie sont Donc les tableurs Excel allongés. sont pas encore au point pour calculer ça. On va chercher donc dans les rentes, dans les livrets. Mais c'est pas de la droitisation, c'est la technocratisation, c'est la logique du rabot. Non, c'est la logique du rabot. Dans l'assistanat, c'est la logique du rabot, c'est je prends un tableur Excel. Je considère moi que pas... sur l'assistanat et cette charge, et puis de parler à ceux qui se lèvent tôt, c'est du pur sarkozysme, c'est du pur droite. Mais parler à ceux qui se lèvent tôt, ça n'est pas la même chose que la logique du rabot budgétaire. Parce que la logique du rabot budgétaire, c'est renoncer à une réforme structurelle des dépenses publiques françaises. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire que oui, par ailleurs, il y a des gens dans ce pays qui abusent du système de protection sociale. Ce que je perçois à l'heure actuelle, parce que c'est pas la première fois, on a eu le projet de loi sur les retraites, c'est qu'on touche, c'est marrant parce qu'il parle du modèle social, mais on touche ce modèle social qu'on a choisi. C'est une philosophie française qui est d'ailleurs différente de l'Europe. Moi, ça m'énerve beaucoup quand on compare par rapport à d'autres modèles. C'est des choix qu'on a fait de protection sociale, de prévention sociale, sanitaire, de chômage. Et on veut les rogner pour des raisons de petite économie. C'est ça qui est pas cohérent. Le Premier ministre dit que ça n'a rien à voir avec des économies, que c'est juste pour remettre tout le monde au travail. C'est remettre tout le monde au travail, mais c'est aussi rogner sur notre philosophie, sur notre choix. Il y a une autre réalité française. C'est comme les services publics. Il y a une autre réalité française qui est que le taux d'emploi en France, c'est-à-dire le nombre de gens qui occupent effectivement un emploi alors qu'ils sont en âge de travailler, est 10 points plus faible que dans beaucoup des pays qui nous entourent. Donc ça n'est pas absurde de considérer qu'il y a aussi un sujet de remettre les gens au travail. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Je pense que c'est en se posant la question de quels emplois nous créons, parce qu'on a beaucoup créé, si vous regardez depuis 10 ans, des emplois dans les services. Les services n'offrent pas la même qualité d'intégration économique et sociale que les emplois qu'on crée pendant les 30 glorieuses. Mais ça supposerait d'aller au bout de la logique. Pouvons-nous, à réglementation fiscale, environnementale égale, créer des emplois qui offriraient une meilleure qualité d'intégration économique. Oui, mais il faut aller au bout des logiques, parce qu'on peut vous renvoyer l'argument que justement c'est la gauche qui nous a mis, en tout cas la vision d'une certaine gauche qui nous a mis dans le mur de ce point de vue-là. Les emplois de service, mais les emplois industriels, rappelons qu'il y a quand même 2,5 millions d'emplois industriels qui ont disparu en 30 ans. Je voudrais juste que Yves vous faire réagir à ce que disait Émilie à l'instant. Est-ce que Gabriel Attal la joue comme, non pas Beckham, mais comme Sarkozy? Joue-la comme Sarkozy. Oui, il peut la jouer comme Sarkozy. C'est vrai qu'il allie l'image à l'acte. Il essaye, en tous les cas, de plutôt l'acte à l'image. La fameuse carte postale. La fameuse carte postale, oui, bien sûr. Partout. Mais il n'échappe à personne que il essaye de jouer une carte personnelle, il essaye de se positionner pour 2027 à mon avis parce qu'il n'est pas étranger et indifférent au sondage, et donc il voit qu'il est une des personnalités du centre, enfin de cet axe central, qui peut évidemment succéder à Emmanuel Macron. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement soucieux de sa communication, extrêmement soucieux de sa personne. C'est quelqu'un qui est très soucieux de cela, depuis qu'il est tout gamin d'ailleurs. On l'a vu quand il était à l'école alsacienne et qu'il était interrogé entre deux cours de théâtre, qu'il avait le sens de la com. Il avait déjà le sens de la com. Et donc voilà, après... C'est le service après-vente qui est plus compliqué. Bien sûr, c'est... Le service après-vente est plus compliqué. Je pense que M. Macron... n'hésite pas à lui mettre des bâtons dans les roues. C'est là tout le problème. D'ailleurs, c'est de voir un couple exécutif qui est pas très harmonieux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un classique de la Ve République, ça, Yves. Les tensions Élysée-Matignon. Alors qu'on est en train de commémorer les 50 ans de la mort, effectivement, de Georges Pompidou. On se souvient de Pompidou avec Chaban-Delmas. Ce qui nous permet d'ailleurs de dire que depuis la mort de Pompidou, c'est-à-dire 1974, il n'y a pas eu un seul budget à l'équilibre qui a été voté. Alors que, souvenez-vous, nous avons inscrit dans la Constitution le principe de l'équilibre des budgets, ce qui montre bien à quel point ce qu'on inscrit dans la Constitution impacte le réel. Alors de ce point de vue justement, la France, les chiffres de l'INSEE sont tombés il y a quelques jours, se classe parmi les plus mauvais élèves du continent. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a justifié cette mauvaise perf par le Covid et par l'inflation. Le problème, c'est que chez nos voisins européens, les autres n'ont pas vécu le Covid ni l'inflation. Et le déficit des Pays-Bas ne représente que 0,3% du PIB, et le Portugal vient même d'annoncer un excédent
budgétaire de 1,2% du PIB. Je vous rappelle que l'Italie, depuis, je pense, 25 voire 30 ans, est en excédent brut, enfin un excédent primaire brut. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Si on fait abstraction de la charge de la dette, les budgets italiens sont plus qu'équilibrés, c'est-à-dire qu'il y a moins de dépenses publiques qu'il n'y a de recettes. Il s'est passé la même chose que ce qui se passe depuis, Yves le disait, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'a fait absolument aucun effort. En plus, il y a un manque de transparence qui est redoutable pour une démocratie. Quand même, on voyait les prévisions de croissance, tous les instituts, quels qu'ils soient, étaient d'accord pour considérer que la loi de finances était construite sur des hypothèses qui ne tenaient pas la route. Est-ce que pour autant le gouvernement a dévié ? Est-ce que ça a provoqué une réaction au Parlement, même de la majorité même, qui est quand même là ? Un Parlement, c'est là pour contrôler l'action de l'exécutif, même si vous faites partie de la même majorité. Donc ça traduit un défaut de culture démocratique redoutable en France, et de deux, ça traduit l'essoufflement absolu du système français. Vous y faisiez référence tout à l'heure, mais 1945, c'était quoi ? C'était l'alliance finalement entre la CGT et les gaullistes, et les communistes et les gaullistes, et on a donné les grandes entreprises publiques aux uns et l'État finalement aux autres. À l'arrivée, ce modèle-là est à bout de souffle et nous sommes enfermés dans une phase de croissance faible depuis 2008, il nous arrive exactement ce que le Japon connaît depuis 30 ans. On est quasiment dans une sorte de déflation, à minima de mentalité déflationniste, alors que c'est parfaitement évitable. Les États-Unis, après 2008, la grande crise financière, vous vous en souvenez, de 2009, sont rentrés dans la phase de croissance la plus longue et la plus forte de leur histoire. Et d'autres États européens autour de nous ne vivent pas la même situation de stagnation. Donc, oui, le modèle français, effectivement, il faut qu'on se pose des questions. Vous avez raison de rappeler ce temps long. Effectivement, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, mais ce dérapage quand même de la prévision de 4,9 à 5,6, 0,7, c'est énorme. Beaucoup présentaient initialement Macron comme le Mozart de la finance, et des opposants l'ont récemment taxé, fustigé comme le tocard de la finance. Qu'est-ce que vous en pensez, le Mozart de la finance, oui, on les cherche. Non, mais c'est parce que même si, en effet, il n'y a pas eu d'équilibre depuis 1974, là, c'est quand même un gap énorme. Et on a entendu Bruno Le Maire dire il y a eu des choses exceptionnelles. Évidemment qu'il y a eu le Covid, mais ils sont rentrés dans une spirale infernale, la spirale du quoi qu'il en coûte. Et ça a même démarré avant le Covid. Ça a démarré au moment des Gilets jaunes, ça a démarré. Donc 2 ans avant le Covid, enfin 1 an et demi, puisque c'était fin 2018, en distribuant, finalement, en regardant les Gilets jaunes et en disant « Ok, sur la table, je vais mettre 15 milliards d'euros ». Et finalement, on a compris que l'État, c'était possible, qu'en fonction de sa demande, de sa profession, de ses questions, on pouvait obtenir un petit chèque si on allait au guichet étatique. Et puis, il y a autre chose, c'est que Emmanuel Macron a fait croire que l'État, c'était... Vous mettez 1 euro dans la boîte, vous recevez 1 euro. C'est pas ça la philosophie française, c'est un pot commun. Et on n'arrive pas à redistribuer correctement. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs là-dessus. Le quoi qu'il en coûte, on n'en est toujours pas sorti. Et moi, je suis persuadée que même loi agriculture présentée aujourd'hui ou pas, il va y avoir du monde dans la rue, il va y avoir encore des redistributions. On n'en finira pas jusqu'à la fin du quinquennat. Mais c'est pire que ça, parce que c'est du quoi qu'il en coûte uniquement pour ceux qui râlent. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème. On a bien compris le message, en France, qu'il y aura l'effort et qu'on occupe le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont loin d'être les plus productifs, qui sont loin d'être les plus exposés à la concurrence internationale, qui en permanence sont indemnisés, entre guillemets, par l'État, là où des secteurs beaucoup plus exposés et où avec des gens qui continuent à travailler parce que tout simplement ils ont un sens de leur mission, les médecins dans les hôpitaux, les militaires qui eux ne râlent pas et dont on a réduit les moyens jusqu'à l'os. Et donc à un moment, la justice, on parle beaucoup d'égalité, moi je pense que je m'intéresse plus à l'équité d'ailleurs qu'à l'égalité, mais l'équité dans ce pays, ça serait que chacun des citoyens soit traité de la même manière. D'ailleurs le Premier ministre a fait référence hier, réunion de groupe à l'Assemblée, à la majorité silencieuse, qui effectivement ne bénéficie pas de ces chèques. Yves Tréhard, pour finir cette partie en beauté, le Premier ministre a rappelé que la trajectoire... Parce que nous, on est moche. Ne permettra pas d'attaque sur le physique. Le Premier ministre rappelle que la trajectoire permettant d'atteindre les 3% en 2027 sera dévoilée rapidement. Programme de stabilité présenté dans 2 semaines au Conseil des ministres. C'est crédible. Est-ce qu'on pourra atteindre les 3% en 2027 ? D'abord, pour atteindre les 3% en 2027, il faudra avoir une croissance qui soit à ce niveau-là. Parce que c'est avec de la croissance que vous avez des rentrées fiscales. Et avec des rentrées fiscales, vous comblez un petit peu
les pertes. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Sébastien très justement, à chaque fois qu'il y a urgence et qu'il y a le feu, c'est le coup de rabot. Or, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, le coup de rabot. Vous savez qu'il faudrait prendre exemple, il faudrait ressortir les exemples de la Suède, des pays scandinaves, du Canada dans les années 90. Ils avaient été très endettés. Ils avaient tout mis à plat, tout sur la table, et ils s'étaient dit quelles sont nos priorités. Et c'est le travail que la France, tout en préservant son modèle social, parce que je suis d'accord, Émilie, que ce modèle social, il n'a pas que des défauts, loin s'en faut, eh bien, il faudrait faire ça et essayer de savoir où sont nos priorités. Et il y a des priorités qui bougent, par exemple. Qui aurait dit que le budget militaire était aujourd'hui une priorité il y a encore 10 ou 15 ans, quand on était en phase, justement, de ralentissement des investissements militaires? Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un budget militaire qui soit maigrichon. Merci à tous les trois pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer Édouard Philippe qui tente de se ménager une place au bal des ambitieux pour 2027, mais il y a du monde sur la piste de danse. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Yves Tréhard et Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. Le cas Édouard Philippe, il fait le tour du pays depuis plusieurs semaines. Sablé-sur-Sarthe, Nouméa, Saint-Denis de la Réunion. Ça peut marcher, Émilie, cette stratégie du Tour de France? Pour son bilan carbone? Je sais pas si l'écologie pour l'instant, oui, il aborde, mais très légèrement. Édouard Philippe, c'est vraiment un cas particulier. Hein. Il est parti d'une notoriété Premier ministre de Macron qui brillait un peu trop. Donc hop, ça lui a valu son poste en quelque sorte. Et on le voit rôder. Il y a toujours un petit peu cette ombre d'Édouard Philippe qui rôde autour d'Emmanuel Macron avec des petites cartes postales régulièrement envoyées. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et d'ailleurs c'est très cohérent, c'est très parallèle avec ce qu'a fait la trajectoire d'Emmanuel Macron, c'est la droitisation. Alors on sait qu'il était très dur, parce qu'en tant que Premier ministre, c'était lui, les 80 km/h, vous vous souvenez, sur les routes, c'était lui qui avait insisté. D'ailleurs, les macronistes lui en veulent beaucoup pour cette histoire. Ça avait quand même échauffé les esprits. C'était lui aussi l'âge pivot qui avait remis un coup sur l'âge pivot au moment de la retraite. Vous pouvez ajouter à l'addition les APL, les fameuses allocations logement à 5 €. Il a continué, voyant Emmanuel Macron aller de plus en plus vers la droite, il a continué à durcir le ton. On l'a entendu au moment de la loi immigration sur les migrants, très très fort, une prise de position très extrême qu'on ne lui connaissait pas encore. Et sur la dette, maintenant il arrive sur la dette évidemment, puisque ça va être la rengaine. De toute façon, même Marine Le Pen, elle se met sur la dette. Donc tout le monde va se mettre sur la dette, évidemment, contre Emmanuel Macron. Et moi, j'ai du mal à voir. C'est vrai qu'il est très apprécié. Il a une cote de popularité qui reste encore, mais bon, il n'est pas aux manettes, donc c'est plus facile quand même. Il y a ce Tour de France, il y a ce côté pas débonnaire, mais un petit peu dilettante, un petit peu humour british, personnage un peu atypique avec son physique, cette capacité de parler de sa maladie. Il y a tout ça qui est accueillant. Mais moi, je le vois comme quelqu'un de très très droite. On a quand même beaucoup de figures de ce côté-là. C'est vrai que racheter des lunettes. C'est l'après-Macron. Comment ? Je disais racheter des lunettes si vous le voyez très très droite. Et songez il va y avoir, comme vous l'avez dit, beaucoup de candidats et beaucoup de candidats à droite. Donc, alors, il l'a dit à votre journal, Le Figaro, Yves Tréhard, c'était il y a environ 10 jours. Je veux être candidat, c'est quand même une phrase assez forte. Le problème, c'est que, étrangement, ça n'a absolument pas passé le mur du son. Pourquoi ? Je pense que ça sera le cas pour tout le monde, à peu près, sauf pour Jean-Luc Mélenchon et pour Madame Le Pen. Ils vont avoir un problème majeur et Édouard Philippe va se heurter à ce problème majeur. C'est que moi, je vois le paysage politique avec un axe central où ils seront une dizaine à se bousculer là, et puis malheureusement, ils vont pas être sérieux au point de se dire on se désiste pour l'un ou pour l'autre. On se met d'accord sur un processus de désignation. Et ils vont laisser les deux extrêmes arriver en finale. C'est ce qui nous pend au nez. Je pense que c'est ce qui nous pend au nez. Mais comment vous expliquez que ça ne porte pas dans l'opinion quand Émilie l'a bien dit, il y a un petit côté bonhomme chez lui, si vous voulez. Il a un côté bonhomme, il a un côté Juppé.
C'est-à-dire que c'est tout à fait le type de candidat, il veut qu'on vienne le chercher. Hein. Alors là, il est obligé d'occuper le terrain, il se balade, il va à droite à gauche. Il fait néanmoins le pari que, contrairement à Attal, que ce Tour de France, eh bien, ça infuse davantage que des apparitions permanentes et peut-être un peu superficielles à la télévision. Ce qui est rare et cher, c'est un peu sa stratégie. Ce qui est rare et cher, et c'est vrai, faut aller chercher l'électorat là où il est, et dans des zones qui lui sont pas nécessairement favorables. Pas nécessairement les traditionnelles zones de chalandise. Exactement. Jean-Sébastien Ferjou, donc, il est candidat, tout le monde s'en fiche, ou presque. C'était un peu la même chose avec son interview à l'Opinion il y a un mois. Aujourd'hui, le problème, je le cite, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose. C'était quand même une critique assez dure de l'action d'Emmanuel Macron de la part de son ancien Premier ministre. Et là encore, personne ne l'avait remarqué, ou presque, à part les macronistes qui avaient un petit peu ricané. C'est quoi sa stratégie? Il se démarque de celui qu'il avait fait Premier ministre? Oui, parce que de toute façon, tous ceux qui vont vouloir récupérer le territoire sociologique ou électoral de la Macronie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu idéologique au macronisme, donc c'est un peu un objet... On est part de marché électoral, quoi. Exactement. Vont devoir se démarquer du bilan, parce qu'on voit bien que le bilan n'apparaît pas comme fantastique, quand bien même serait-il moins mauvais aux yeux des Français que le bilan qu'aurait pu avoir d'autres, il n'est pas fantastique. Mais Édouard Philippe, je ne sais pas s'il a un sens politique à l'infini. Enfin, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé un parti de notables. Il a créé un nouvel UDI. C'est quand même fabuleux, Horizon. C'est-à-dire que quand vous avez un parti, vous avez que des grands élus, des élus régionaux, ces gens-là ne veulent surtout pas être à l'Élysée, parce qu'il se trouve que depuis au moins 30 ans, quand vous avez des grands élus, c'est-à-dire des gens qui sont au Sénat, ou qui sont présidents de conseils départementaux, présidents de conseils régionaux, maires de grandes villes, etc. Les grands barons préfèrent rester C'est-à-dire dans leur que fief. tous ces gens-là, si leur couleur politique est à l'Élysée, ils perdent toutes les élections intermédiaires. Donc ils veulent pas que leur champion soit à l'Élysée. Édouard Philippe, il s'est créé un parti de gens qui ne veulent pas qu'il soit à l'Élysée. Chapeau. Loin du cœur et loin des yeux, est-ce que le fait d'avoir été nommé à Matignon il y a déjà 7 ans et de l'avoir quitté il y a déjà 4 ans, est-ce que ça l'éloigne pas un peu trop du combat politique et du ballon? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Juppé avec ce plan média, une intervention tous les 15 jours ou tous les mois, un truc bien cadré, un peu techno, mais en réalité sans rapport avec l'actualité politique et avec le terrain? Moi, j'avoue que je suis pas fan. Personnellement, j'ai lu... On avait remarqué. J'ai lu des œuvres d'Édouard Philippe. Non, je vais vous expliquer. C'est que ce côté bonhomme, je fais le Tour de France, est assez en rupture avec sa parole qui est très pompeuse finalement, qui est très donneuse de leçons et qui est encore une fois très droite, très dure. Donc je suis pas sûre que ça... Jean-Sébastien n'est pas d'accord avec cette analyse. Mais non, mais c'est le centre droit, et c'est parfaitement respectable par ailleurs, mais c'est pas très à droite. Ça soit, alors il y a une partie en effet de l'électorat d'Emmanuel Macron qui veut ça et qui veut ça avec des actes, un petit peu ce que Attal vend, des actes, des preuves, des résultats. Mais ça ne fait que surajouter à toutes ces populations. Moi, ce que j'espère, c'est un petit peu ce qu'on voit quand même dans les sondages au fur et à mesure sur les élections européennes. C'est qu'il y a quand même cette espèce de gauche qui ne sait plus où elle en est depuis les excès de Jean-Luc Mélenchon et puis l'échec finalement de la NUPES, qui est quand même en train pas de se reconstituer, mais de se retrouver une trajectoire un petit peu plus modérée avec... comme porte-parole Raphaël Glucksmann, il y a les déçus, je pense, d'Emmanuel Macron de 2017, qui était plus sur un axe gauche qui voit se transformer complètement la Macronie à droite. Je pense qu'on peut reconstituer. Alors, évidemment, ça veut dire que là, je mets l'extrême droite de côté qui caracole en tête, mais on a une espèce de reconstitution quand même d'un clivage droite-gauche qui est en train de se reformer tout doucement. Et ce type de personnalité accentue encore plus le trait de l'après-Macron qui serait la nouvelle droite. Macron, oui, mais c'est pas de la reconstitution d'un clivage gauche. Quand Émilie dit que c'est la droite dure, Édouard Philippe. Parce que ça ne l'est pas. Je sais même pas comment vous le dire, tellement ça me paraît évident. Non, mais Édouard Philippe s'est toujours distingué de tout ce qui était à droite, d'ailleurs, au sein même des Républicains du temps où il y était encore, en choisissant Alain Juppé. Vous le rappeliez. C'était dans l'identité heureuse pendant la primaire de droite. Oui, mais pas seulement sur ces sujets-là. Édouard Philippe, c'est le système, c'est la droite du système. C'est les gens qui pensent que si on appliquait un best-of de rapport de la Cour des comptes, tout irait mieux dans le meilleur des mondes, en oubliant
que parfois il y a quand même quelques inquiétudes sur l'identité, que justement il y a parfois quelques inquiétudes sur le régalien. C'est juste un discours sur l'ordre, mais qui est un discours qui est très techno en réalité. C'est pas un discours qui est politique au sens, on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy savait entrer beaucoup plus en résonance avec les préoccupations des Français. Édouard Philippe entre en résonance avec les préoccupations de l'establishment français. Après, la popularité, vous savez, ça n'a jamais été un indicateur de vote. Jamais l'abbé Pierre, ni Simone Veil, ni Nicolas Hulot n'ont été... Mbappé, ni Omar Sy. Non, mais à minima, ceux qui sont engagés en politique n'ont été élus président de la République. La popularité, en général, c'est un indicateur en creux qui dit que comme vous êtes un peu tiède, un peu tisane, personne ne vous déteste vraiment. Mais dans la vraie vie, les gens, ils ont envie de boire soit du whisky, soit du sirop, mais pas forcément de la tisane. Belle métaphore alimentaire. Yves Tréhard, il a quand même choisi un créneau, l'ex-premier ministre Édouard Philippe, c'est celui de la rigueur sur les finances publiques, le cheval de bataille de la dette et du déficit. Il nous l'a prouvé d'ailleurs en tant que Premier ministre, n'est-ce pas ? On a vu l'état des comptes français après son passage à Matignon. On constate qu'il n'est pas le seul sur ce créneau-là, ça fait pas loin de... Il y a Pierre Moscovici aussi. Oui, mais alors qui est président qui nous l'avait tout autant prouvé. Après avoir été patron de Bercy. Il n'est pas le seul, Édouard Philippe, sur ce créneau. Ça fait pas loin de 20 ans que François Bayrou est sur... et qui se rêve lui aussi en candidat pour 2027, nonobstant son âge, à enfourcher cette cause. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se positionne là-dessus. Il vient de publier un livre, La Voix française, où il dénonce, je cite, l'addiction à la dépense publique. Au passage, même remarque, il est quand même patron de Bercy depuis 7 ans. Oui. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et Emmanuel Macron était ministre des Finances avant, parce qu'il avait envoyé ce petit scud à Bruno Le Maire en disant il n'a qu'à en parler au ministre des Finances, mais voilà. Bruno Le Maire pourrait en parler à son prédécesseur. Mais ça fait quand même beaucoup de monde sur ce créneau de la dette. Est-ce que ça parle aux Français, ça ? Oui, et sur l'axe central, je pense qu'ils vont tous en parler. Mais le problème, c'est qu'ils ne seront pas entendus. Ni écoutés, parce que c'est pas sur ces sujets-là que vous faites élire président de la République. Quand vous dites on dépense trop, il faudra faire des économies, vous faites rêver personne. Hein. Donc ça peut pas marcher. Donc je pense que c'est pour ça aussi que probablement Madame Le Pen et Jean-Luc Mélenchon peuvent se frotter les mains. Ça marche pas, le parler de ce sujet, ça n'a jamais marché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aucun homme ou femme politique ne l'a vraiment acté et engagé. François Bayrou, quand même. Pardon, ça fait longtemps que François Bayrou... François Bayrou n'a jamais été aux affaires. Il a été ministre de l'Éducation pendant quelques années, dans les années 90, mais sinon, il n'a jamais gouverné la France. Donc, à partir du moment où il gouverne la France, il se heurte aux réalités, ils se heurtent à ce mur de la dette qu'ils ne savent pas résorber. Et de toute manière, c'est un discours qui n'est absolument pas un discours, comment on va dire, électoraliste. C'est pas un discours électoraliste. Le problème, c'est que ça n'est qu'un discours, justement. En 1945, la France était extrêmement endettée. Plus que maintenant, en 1973, elle ne l'était plus. Que s'était-il passé ? Pas particulièrement des efforts sur les dépenses publiques. Il y avait eu énormément de croissance. La réponse, elle est là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce que les élites françaises, encore plus les élites techno, ils savent, on peut toujours faire semblant d'être de la Startup Nation. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient mis les pieds dans une vraie entreprise, pas dans une banque d'affaires, dans une vraie entreprise ou ailleurs que dans un conseil d'administration, vous venez juste pour toucher des jetons. Donc, ces gens-là, ils ne savent pas comment on crée des richesses. Véritablement, ils ne le savent pas. Et quand on leur met sous le nez ce qui entrave la création de richesses, c'est-à-dire parce que l'État peut être très utile, moi je crois à l'importance de la puissance publique, mais parfois quand même l'État empêche, entrave, ralentit, asphyxie la création de richesses, alors là ils ne font rien. Un exemple très simple, regardez la parité de l'euro, vous croyez que ça les préoccupe, mais vous pouvez faire 300 millions de plans de relance, si l'euro s'apprécie de 20% dans les 3 mois qui suivent, ça efface totalement les plans de relance que vous avez fait. Est-ce que pour autant ils arrêtent les plans de relance ? Non, ils continuent parce que c'est plus facile que d'aller voir nos partenaires européens pour dire peut-être que la manière dont est gérée la politique monétaire, la politique de change par la BCE n'est pas exactement calquée sur les intérêts de la France. Mais ça, ce serait compliqué. Donc, ils préfèrent effectivement tenir des discours, mais un peu dans le vide, parce qu'ils sont les premiers d'ailleurs à ne pas y croire. Ils sont les premiers à nous dire, souvenez-vous, Emmanuel Macron s'est fait promettre sur cette promesse-là. François Fillon voulait faire beaucoup plus d'efforts. Emmanuel Macron dit non. Il n'y a surtout pas besoin, avant d'expliquer que si, en fait, il y avait besoin, mais de toute façon, comme ils disent un jour noir, un jour blanc, pourquoi les croire ? Émilie, pourquoi les Français ne se préoccupent pas, comme le disait Yves Tréhard, du tout de cette question de la dette et des déficits qui hypothèquent quand même l'avenir et les générations futures ? Je pense qu'ils s'en préoccupent, mais c'est pas les sujets les plus roses, parce qu'eux, ils attendent toujours d'être servis quelque part. Donc c'est compliqué de parler de la dette, c'est pas réjouissant. Mais vous avez pas cité Marine Le Pen, elle est montée sur le sujet à peu près dans les mêmes termes que Pierre Moscovici. C'est quand même quelque chose de nouveau pour le Rassemblement national. Et après, elle s'est tue, comme d'habitude,
parce qu'elle laisse les uns et les autres occuper ce territoire de la dette qui n'est pas du tout porteur, comme vous le disiez, sur le plan électoral. Donc c'est encore une façon très maligne de dire je suis raisonnable, je peux être au gouvernement, je peux être présidente parce que je m'occupe de ces sujets-là, mais j'y mets pas plus parce que je sais que ça va pas me rapporter beaucoup. Moi, je voulais revenir. La difficulté, ça revient un peu à ce que vous disiez, Yves, de choisir, de faire des choix, en fait. C'est ça aussi. Hein. La dette, c'est de faire des choix dans les dépenses, qui est des recettes, évidemment, de la croissance. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron n'a jamais réussi à faire, et encore plus dans ce deuxième quinquennat qui n'a pas de sens. C'est incompatible avec en même temps. Oui, mais le problème, c'est que le en même temps, c'est devenu du marketing politique. Vous avez de la demande, je vais vous répondre. C'est des promesses de vente immédiates, court-termistes, et pas du tout incarnées et intégrées dans une trajectoire un petit peu globale où on se dirait, on veut être les premiers dans ça. On va avoir 3 axes. Il a parlé d'industrie, mais ça se noie avec plein de mesures qui relèvent plus d'une espèce de paquet de marketing politique. On distribue comme ça, mais on n'a pas de véritable ligne politique. Mais au-delà de ça, pour le coup, c'est assez étonnant d'ailleurs de la part de gens qui sont très techno, qui ne lisent pas plus les rapports de la Cour des comptes. L'éducation nationale, par exemple. Parce qu'on nous répète tout le temps qu'on baisse les budgets tous les ans, mais c'est faux. On a augmenté les budgets de la santé, de l'éducation nationale, de la police, tous les ans sur les dernières décennies. Simplement, que se passe-t-il ? Vous lisez les rapports de la Cour des comptes, ils vous disent qu'à chaque rentrée, il y a plus de personnel, d'agents dans l'administration de l'éducation nationale en France, mais à chaque rentrée, il y en a moins qui sont devant des élèves. Donc le sujet, c'est quand même celui de l'efficacité par euro investi, et ça, il n'y a aucune exigence là-dessus, et c'est pire que ça. Parce que notre problème, c'est pas nécessairement que nous avons trop de fonctionnaires, à la limite, le coût des fonctionnaires en soi, c'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est ce que font les 10 fonctionnaires. Parce que les 10 fonctionnaires, justement, ils créent de la complexité administrative, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui participe quand même à entraver la création de richesse, on s'en rend compte en permanence. Alors, parfois, on pointe le projecteur sur ce que vivent les agriculteurs, à d'autres moments sur X ou X secteur. Mais enfin, c'est ça. Pour vous prendre une image, admettons, David, que vous mettiez à acheter des bonbons comme un dingue. Vous allez finir par être endetté parce que vous avez acheté des bonbons comme un dingue. Mais votre problème, ça sera pas la dette. Ce sera que vous aurez du diabète et des caries. Et c'est exactement ça notre problème. Notre problème, c'est pas la dette, c'est ce qu'on a fait avec l'argent de la dette. Ouais. Merci les amis pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer la commémorationnite aiguë du président qui n'en finit plus de célébrer anniversaire et disparition de personnalité. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Radio J, Yves Tréhard, Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. Alors, il n'en finit plus de commémorer. Emmanuel Macron se rendra le 16 avril dans le Vercors pour lancer les commémorations justement du 80e anniversaire du débarquement. Prélude d'un vaste programme. Ensuite, ce sera un premier hommage aux parachutistes le 5 juin dans le Morbihan et la Manche. Le lendemain, pour les 80 ans du D-Day, une cérémonie britannique, américaine, canadienne et française autour des vétérans. Le 7 juin, la persistance de la République à Bayeux. 3 jours plus tard, à Tulle-en-Corrèze et Oradour-sur-Glane, théâtre d'exaction de la division Das Reich. Là encore, cérémonie. 18 juin, traditionnel hommage à l'appel du général de Gaulle. Mont-Valérien, Île-de-Saint. On va l'écouter. Emmanuel Macron, il nous a parlé de son programme. C'était il y a quelques semaines sur le site de l'Élysée. 2024 fera mémoire de la renaissance de notre nation. Notre pays s'apprête à commémorer en effet le 80e anniversaire de sa libération et à célébrer le courage de nos libérateurs, résistants, soldats des pays alliés, combattants de l'armée reconstituée par la France libre sur le continent africain. Cette année, au fond, a commencé dès Bastia et l'hommage rendu à sa libération. Parmi tous ceux qui nous ont libérés, beaucoup d'étrangers, ou beaucoup de Français d'origine étrangère, comme Missak Manouchian que j'évoquais et que nous venons d'honorer. Beaucoup venus d'Afrique du Pacifique ou du monde entier. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, comme nos jeunes aujourd'hui, avaient leurs rêves et leurs projets d'avenir. Ils ont eu le courage de s'engager pour la liberté, contre la barbarie nazie, souvent au prix de leur vie. Un vaste programme commémoratif a donc été imaginé pour leur rendre hommage en 2024. Il sera ensuite poursuivi en 2025.
Donc, un vaste programme en 2027 qui se poursuivra en 2025. C'est bien normal que le président mette le paquet sur le 80e anniversaire du débarquement, mais est-ce qu'il ne cherche pas tout de même à donner un sens politique à cette commémoration qui est classique, même si elle est importante, Yves Tréhard? Bah oui, ça a toujours été le cas. Vous savez, on est très fort là-dedans. C'est là où le personnel politique français excelle généralement. C'est dans la commémoration. C'est là où ils sont le meilleurs. Non, mais vous à défaut de l'action. Vous vous souvenez Mitterrand, vous vous souvenez Chirac, vous vous souvenez... À nos excédents budgétaires disparus. Puis on a quand même des élites qui savent écrire des discours. Donc ils ont fait des bonnes écoles, ils écrivent des discours. Et les discours sont généralement de bonne facture. J'en ai pas connu de mauvaise facture. Giscard d'Estaing, c'était toujours des beaux discours. C'est bien fait. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose si ça sert à quelque chose. Ça sert à garder, à conserver l'unité de la nation. On vit dans le passé. On se projette dans l'avenir, mais on oublie le présent. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le passé nous permet d'avoir des rêves de grandeur pour l'avenir, et puis on oublie les petitesses du présent. Et ça, on est très très fort. Alors, il faut, à la décharge du président Macron, il sera resté 10 ans au pouvoir. En 10 ans, il a eu beaucoup d'anniversaires, beaucoup d'anniversaires. Et comme c'est quand même pratique pour camoufler toutes les insuffisances du quotidien, et voilà, on y est. Vous oubliez que l'année prochaine, il y aura la libération des camps de concentration. Je pense que là, il va s'y donner à plein. Et l'anniversaire du 8 mai 45. Alors, vous avez raison de citer les anciens présidents, mais enfin, lui, il faut quand même dire qu'il met le paquet. Il y a tout ce qui va se passer sur la libération et le débarquement. Mais ces derniers mois, il y a eu le groupe de l'affiche rouge et la panthéonisation de Manouchian, l'hommage aux victimes du massacre du 7 octobre commis par le Hamas, l'hommage à Jacques Delors, celui à Robert Badinter, à Philippe de Gaulle. Bon, c'est pas de sa faute, la disparition, il n'y est pour rien. Oui, mais enfin, les hommages, ils sont souvent pour... attendez. Dans le temps, il y avait quand même une hiérarchie qui était respectée. Et maintenant, les hommages, c'est pour tout le monde maintenant. Alors, je vais citer l'édito de Nicolas Bavrez dans Le Point. La mémoire est instrumentalisée, détournée pour devenir une politique. Pour lui, Emmanuel Macron, je cite, se réfugie dans les projets sociétaux, les commémorations pour tenter d'occulter son incapacité à moderniser le pays, à rassembler les Français autour des réformes que chacun sait indispensables, mais qu'il se refuse à réaliser. Fin de citation. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou ? Oui, parce que bien sûr, le principe de chacun de ces hommages n'est pas en cause. Simplement, on les voit plus parce que, en creux, on voit pas le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la projection dans l'avenir. Emmanuel Macron est bien en peine de nous expliquer, une fois que l'effet Startup Nation c'est un peu évaporé, que reste-t-il? Et son sujet, justement, c'est d'avoir de la peine à articuler un discours sur ce que serait la France de demain. Et on voit bien qu'il n'a jamais été à l'aise vis-à-vis des concepts même d'intégration. Est-il en faveur de l'assimilation des étrangers qui s'installent en France? Est-il en faveur plus d'une vision à l'anglo-saxonne? Et donc tout ça pèse quand même lourdement sur la vision que nous pouvons avoir de la société pour demain. En plus, j'ai l'impression que, parce qu'il y a les commémorations, mais il y a aussi les trucs qui jettent, vous savez, le bout de viande qui jette là à la meute pour que tout le monde se déchaîne, type Aya Nakamura. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même fantastique dans un pays où on meurt dans les couloirs des urgences, que le président de la République n'ait rien d'autre à faire que de choisir la personne qui va chanter. Moi, ça me dérange absolument pas qu'Aya Nakamura représente la France. Simplement, il accentue aussi les fractures de la société française. Et ces hommages qui sont censés être une manière de recoudre justement le tissu social français, on ne peut même pas y croire parce que dans le même mouvement, le même président, justement, appuie sur les fractures. Mais si, parce qu'il a le chic pour lancer... Il l'a fait sur d'autres sujets, comme Depardieu, comme... Mais c'est exactement ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire à sa volonté de retisser le tissu... pardon pour... la succession de mots, mais vous aurez compris, recoudre le tissu social français, quand dans le même mouvement, pour des intérêts purement cyniques politiciens et selon son intérêt du moment, il crée des sujets de division et de débat dont finalement les Français se fichent quand même éperdument. Mais voilà, ça lui permet encore une fois de masquer le reste des problèmes qui s'opposent à la France. Moi, je pense que c'est pire que ça. C'est qu'il cherche sa place. C'est un président qui a du mal à trouver sa place. Vraiment, on l'a vu sur la scène internationale parce qu'on n'en parle pas de ça. Il a beaucoup de difficultés quand même. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses et très peu de retours d'expérience sur ce qui est fait ou ce qui est mal
mal fait. Parce qu'il y a ce côté, on peut lui reconnaître sa fraîcheur ou sa candeur d'aller au front. Peut-être sur l'Europe, il a peut-être marqué plus de points. Mais sinon, l'image de la France est quand même écornée. Il a pris des prises de position qui sont souvent très solitaires et qui sont souvent des échecs. Donc ça, c'est pour l'international. À l'intérieur, c'est compliqué maintenant qu'il a plus de majorité relative. Premier quinquennat, c'était bien. Il faisait tomber les réformes et encore, ça a été compliqué avec les différentes crises. Et là, il trouve plus sa place, en fait. Il a besoin de marquer. C'est un président... On le sait, il a envie de marquer son histoire et il la marquera de toute façon puisqu'il aura fait 2 quinquennats et traversé beaucoup de crises. Mais lui, il veut incarner ce président proche de Mitterrand avec cette stature et ses commémorations, ça lui permet de développer ça. Et il le fait bien, moi je suis d'accord. Il a des bons discours comme les anciens présidents. Il a ce ton lyrique qu'il a un petit peu retiré, qui est un petit peu plus naturel, qui mériterait un petit peu plus d'authenticité. Des bons discours, pardon, mais sur l'hommage à Manouchian, moi je suis désolé, mais on peut parfaitement rendre hommage et panthéoniser Missak Manouchian. En revanche, rendre hommage au communisme, non, je suis désolé. Le communisme est une idéologie qui a fait des centaines de millions de morts pendant le XXe siècle, qu'Emmanuel Macron le masque opportunément parce que ça lui permet de s'en prendre à Marine Le Pen, mais peu importe le passé de Marine Le Pen, enfin le passé de la famille politique de Marine Le Pen, ça n'efface pas le passé, pour le coup, du Parti communiste. Mais Manouchian, pardon, il se battait autant pour l'international socialiste qu'il se battait pour la France. Donc l'objectivité historique, c'est aussi d'être capable de le rappeler, parce que là encore, on ne recoudra pas les fractures françaises en faisant semblant de ne pas voir les problèmes qui se posent. Parmi tous les rôles qu'il joue, parmi toutes les casquettes qu'il joue, c'est là où il excelle, c'est là où il se sent bien, on a l'impression. C'est là où ça revient à la pyramide. Quand il a été élu, cette espèce de marche comme ça qu'il avait démarré tout seul, c'est là qui avait marqué les esprits d'ailleurs. Qui avait marqué les esprits et qui est pas du tout la réalité. Et c'est la même chose sur les photos qui sont faites par sa photographe. Elle raconte une histoire qui n'est pas la réalité. La fameuse photo récente qui a fait beaucoup jaser où il tape dans un sac de boxe avec des gants. Toute l'œuvre de cette photographe qui est vraiment très douée, Soisy de la Moissonnière, ça raconte un autre récit que Macron aurait voulu dérouler dans la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Et là, quelque part, dans ses hommages, il joue ce rôle-là vraiment, et je pense que pour lui, c'est important. Moi, je suis d'accord avec vous, Jean-Sébastien. Je pense qu'il y a cette idée peut-être de rassembler, mais qui marche pas parce que d'abord il y en a trop. C'est trop, et c'est trop marqué. Et ça, même si je trouve qu'il a enlevé un petit peu son côté lyrique, oui, il y a un manque de sincérité. Enfin, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Gros sabot. Voilà, exactement. Alors, il va y avoir un moment qui va être déterminant. On l'oublie trop souvent. Ça va être les Jeux Olympiques. Oui. Là, ça va être un moment capital parce que c'est ça qui va rester de ces deux quinquennats. Ah bah si, je pense que si c'est loupé, ça va être terrible pour lui. Il est dans les poubelles de l'histoire, si c'est loupé. Ça, c'est sûr. En quoi ça pourrait être loupé ? Comment ça pourrait rater ? La cérémonie d'ouverture qui vire au fiasco sécuritaire. S'il y a 10 personnes. Si c'est mal organisé. Enfin, on peut imaginer toutes les... Parce que c'est pas tellement sur les résultats sportifs qui seront mauvais, je vous l'annonce déjà, parce qu'on n'est absolument pas préparé à ça. On vise le top 5 quand même. On vise Sauf que on n'a pas... à part un nageur et quelques... Les autres équipes prendront le métro, il fonctionnera pas. Voilà. Mais il y aura personne sur la ligne de départ. Donc, mais non, ça sera capital. Et puis, ça sera quand même un moment qui rejoindra ce qu'il aime, c'est-à-dire la geste lyrique. L'olympisme, c'est ça. Et c'est ce qu'il aime, lui, en fait. Oui. C'est César. Oui, c'est ça. C'est César. Il aime ça. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent être président de la République, qu'est-ce qu'ils retiennent dans la fonction ? C'est pas tellement de réformer telle chose ou telle chose, c'est de jouer à César. Et ben, il joue à César. Et regardez, même Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un ennemi de la Ve République, le jour, s'il est un jour d'aventure, si d'aventure il devient président de la République, il adorera être César, comme Mitterrand l'a été. C'est pour ça que les Français ont fini par, d'ailleurs, apprécié Jacques Chirac, qui Nicolas Sarkozy lui avait rendu un fier service en le critiquant, vous savez, quand il avait parlé droit fainéant. Mais ce que les Français adorent, c'est le côté reine d'Angleterre. C'est si vous êtes là, que vous présentez bien, que vous représentez dignement la France, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas pour Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu un certain nombre d'images qui ont pu justement choquer aussi les Français dans la manière, dont il a pu se présenter à l'international. Mais oui, effectivement, on attend de notre président qu'il soit une espèce de monarque. Sauf qu'aucun monarque, je ne crois pas que le roi d'Angleterre se piquerait de choisir la chanteuse qui aurait chanté à la cérémonie d'ouverture
des Jeux Olympiques à Londres. Alors, les amis, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu trop catastrophistes, nous, Français, à dire ça va rater, on va rater en nombre de médailles, ça va être une catastrophe d'organisation, il va y avoir un attentat, parce que Aya Nakamura, c'est la honte mondiale, est-ce qu'on n'est pas en train de non, c'est pas la honte, Aya avance Nakamura. Elles vont beaucoup à l'étranger, y compris dans des pays en Amérique du Sud. Non, moi je pense que ça se passera bien, parce qu'au final, tout va être fait. Mais c'est très désespérant, il faut le dire, pour les Parisiens et les Franciliens, parce que Paris, ça devient très très compliqué. Mais pas seulement et ça sera encore plus compliqué en juillet et en août, évidemment. Mais évidemment qu'on souhaite que ça se passe bien, quoi qu'il arrive. Et ça va bien se passer. Moi, j'espère qu'on aura quand même pas mal de médailles. Mais oui, c'est triste de voir qu'au fur et à mesure, la communication, elle est un peu lamentable, parce qu'on apprend que finalement, comme vous dites, la cérémonie d'ouverture, ça va plus être pour, je sais plus combien, mais pour une centaine... C'est ça, une centaine de milliers de personnes. 300 000 personnes. Oui, enfin, on a des chiffres. Dont 200 000 invités par l'Élysée. Donc, oui, et puis les prix des billets, puis bon, tout ce qu'il y a eu comme polémique, mais oui, ça se passera bien. Et puis on sera fiers, on sera contents. Alors, mais je pense le sujet, c'est pas tant justement cette communication plus ou moins maîtrisée, c'est que l'organisation des JO met en lumière toutes les défaillances de l'État français. Quand vous en parlez à des policiers, quand vous en parlez à des médecins, en tout cas des médecins hospitaliers, ils vous expliquent à quel point ça va exercer une pression sur un système qui est déjà au bord de la rupture. Le sujet, c'est est-ce que le système peut résister ? On a été obligé d'aller chercher des volontaires dans des tas d'ONG, finalement, pour des secouristes, parce que le système public français, et pourtant l'hôpital public français, est celui nous sommes de tous les pays de l'OCDE, celui qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public français. Donc c'est ça le paradoxe. C'est pas, je comprends ce que vous dites, David, bien sûr qu'il y a un côté français à toujours râler, dire que ça va être une catastrophe. Ce qui est aussi une autre forme de narcissisme, d'ailleurs. Mais là, il y a quand même un problème spécifique. Ces Jeux Olympiques mettent en lumière toutes les défaillances de l'État français et tous les points sur lesquels l'État français est au bord de la rupture. Et il reste à espérer effectivement que ça ne sera pas le cas s'il devait y avoir un défi sécuritaire majeur ou un défi de santé publique majeur. Oui, mais c'est un bon laboratoire, oui et non, parce que ça n'empêche pas qu'il y a des personnels qui sont déjà à cran, qui sont déjà parlez-en à n'importe quel médecin hospitalier, qui ne peuvent pas poser de vacances. Même chose pour les policiers. Alors, on se dit, bon, c'est pas grave, il suffit qu'ils décalent leurs vacances. Sauf que derrière, ce sont tous les problèmes en cascade, parce que derrière, il faut les crèches, derrière, il faut... Bref, et comme précisément l'État n'arrive plus à organiser correctement les choses, ça donne cette espèce d'ambiance morose dans le pays. Alors, les JO, ce sera, vous le dites, un révélateur pour la capacité de l'État et des services publics. Est-ce que ça peut être aussi un booster ? J'ai l'impression que du côté de la majorité de la Macronie, on surestime un peu l'effet politique. C'est vrai que si c'est un ratage, ça sera une catastrophe politique. Mais si ça réussit, je vois pas en quoi ça pourrait aider Emmanuel Macron à relancer la fin de son quinquennat. Après, surtout, des européennes qui risquent d'être pas formidables. Yves Tréhard. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que si c'est vraiment une très belle fête, avec des images qui risquent, si tout est réussi, les images. Je sais pas si vous avez vu les répétitions au mois d'août de l'année dernière, quand vous avez une course cycliste qui se passe entre le Grand Palais, les Invalides et tout. De bien belles images qu'on aimerait voir plus souvent, mais est-ce que ça a un effet politique, ça ? Non, mais après tout le pessimisme qui avait été accumulé avant. Bon, ça, vous savez, c'est comme la Coupe du Monde de football, hein. On sait ce que ça a donné. Ouais, ça a duré peu de temps. L'effet champion du monde, ça dure pas. Ça dure pas. Mais il ne peut pas se permettre de louper. Ça, c'est clair. Il peut pas se permettre. C'est comme le chômage. C'est-à-dire que quand ça va bien, les Français considèrent qu'il est normal qu'ils aient un emploi, et quand ça va mal, ils considèrent que l'État est responsable. Non, je pense que ça dure pas très longtemps, mais c'est pas peine d'effort de miser là-dessus, parce que Macron communique beaucoup sur ça, et ça me fait penser à Notre-Dame aussi. Il a beaucoup communiqué sur ça, et j'ai l'impression que ça prend pas beaucoup, depuis ses vœux. Je sais pas si vous vous souvenez. Notre-Dame sera rouvert. Ça sera quand même un succès si le calendrier est tenu. Oui, mais moi je suis assez d'accord que les succès seront collectifs et les échecs seront personnalisés, imputés à et je pense que ça risque de rester. Mais vous avez raison de rappeler l'épisode de 98. Souvenez-vous, Jacques Chirac s'était envolé en termes de popularité, mais ça avait été assez éphémère. La France Black Blamber avait été célébrée, il s'était avéré que c'était un mythe. Et 4 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que Macron se met un peu le doigt dans l'œil
Jean-Sébastien, en surestimant sa réélection. Oui, c'est vrai qu'il a plus rien à perdre. Mais bon, il joue sa fin de règne quand même. Hein. L'ambiance et le climat de sa fin de règne. Non, mais je crois que la plupart des Français ne sont pas commentateurs de l'action publique. Donc, ils ont des problèmes d'impôts, ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes parce qu'il y a un point de deal. 25% des Français disent qu'il y a un point de deal près de chez eux, exactement, parce que leurs enfants n'ont pas toujours un professeur dans leur classe, parce qu'ils vont aux urgences, qu'ils attendent pendant des heures, voire qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Et donc, voilà, les Jeux Olympiques, pareil, ça relève un peu de l'hubris présidentielle. C'est-à-dire que oui, ça peut être c'est pas en soi un problème d'organiser les Jeux Olympiques, même si je constate que plus aucun autre pays ne veut les organiser, parce qu'à chaque fois on nous vend monts et merveilles, faire rentrer des milliards, etc. Ça se finit toujours, il n'y a pas un contre-exemple, toujours par un trou financier monumental, mais c'est vrai que c'est d'autant plus perturbant d'investir autant d'efforts quand par ailleurs on n'est pas capable d'assurer le reste, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous organisiez tous les soirs des fêtes chez vous alors que votre maison était en train de s'effondrer, que d'ailleurs plus les caries, plus les bonbons, plus l'endettement, vous non mais voilà, là il y a plus d'eau dans la chasse d'eau, mais ça fait rien, vous faites quand même venir des gens, la baignoire fuit, c'est pas grave, vous organisez une grande fête et puis vous choisissez le DJ, ben voilà, c'est un peu ça. Est-ce que, Émilie, pour finir en beauté, est-ce que Emmanuel Macron, vous disiez on fait too much, on se souvient de ces images, la boxe, on l'a vu au tennis, on l'a vu jouer avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, on l'a vu sur la finale sur la pelouse, à la finale de la Coupe du Monde, consoler Kylian Mbappé, c'en était même un peu gênant, à tel point que le footballeur était lui-même visiblement soucieux d'y échapper. Est-ce qu'il en fait pas beaucoup trop sur le sport? On sait que le sport est la continuation de la guerre et de la politique par d'autres moyens, mais est-ce que c'est pas too much? C'est un peu comme sur les hommages, il trouve sa place comme ça, par facette un petit peu de ces choses-là, et il en fait un peu trop, parce que c'est son style, quoi. Je voudrais juste revenir sur vos chiffres. Moi, je ne serais pas aussi calamiteuse sur les résultats des JO. On sait que ça fait pas de croissance, mais c'est à bilan à peu près égal. C'est pas des trous non plus. Hein. Ah bah si, moi j'ai vu des études récentes. Ça fait de l'activité économique quand même. Regardez Londres. Les années d'avant et les années d'après. Ah moi, on comparera nos études. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait pas d'envolée et de croissance. Et Macron, oui, au niveau de la communication. Sur la croissance, je parle du budget, de l'équilibre en soi, des comptes de l'exercice. Ah oui, moi je parle de la totalité ça se traduit toujours par des déficits qui se comptent en milliards. Ah oui, moi je parle de l'activité économique que ça crée. Ouais. Mais Macron, oui, la com, il en fait beaucoup, mais peut-être qu'il en surcharge aussi parce que Attal, comme vous l'avez dit au tout début, Yves, est un roi de la communication et qu'il est un petit peu jaloux. Il est surtout très épris de sa propre personne. Enfin voilà, pour un chat, il aime se voir dans des contextes. On en revient au césarisme qu'évoquait Yves Tréhard. Merci les amis. Merci les amis pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout de l'offensive Gabriel Attal sur le travail des smicardisation et chômage, le retour d'Édouard Philippe, du moins de sa tentative, et de la commémorationnite aiguë du président. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. Mercredi prochain, on se retrouve à 21h. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt.